tout est dit. Je vous rappelle peut-être un peu la proposition qui est faite aujourd'hui. Elle vient en fait, des réseaux CIVAM qui ont un plan d'action agriculture durable, qui est une convention avec des financeurs, avec les financeurs Agence de l'eau, DRAF et Conseil régional de Bretagne, que dans cette convention, une des actions est fléchée sur animer un peu un partenariat, ou en tout cas des actions transversales avec l'association ATBVB en direction des animateurs de bassins versants. Et dans ce cadre-là, on a échangé avec les référents de l'association pour proposer en fait des actions, des offres. Donc, on a évoqué voilà, la journée de formation qui a eu lieu sur la question de l'adaptation au changement climatique et le vieillissement des prairies. Et puis, aujourd'hui, une nouvelle proposition donc, sous forme là, de visio autour de l'offre de formation à destination des animateurs qui sont en lien avec la thématique de la transition agroécologique et des agriculteurs avec qui il faut voilà, échanger et éventuellement travailler à l'accompagnement sur le changement de pratique. Et donc, il y a un certain nombre de projets qui ont été menés dans ce sens-là dans le réseau des CIVAM, qui ont été capitalisés aujourd'hui, notamment sous une offre de formation. Et c'est à partir de ça, voilà, c'est ça qu'on souhaite aujourd'hui vous proposer. Je ne sais pas si Yo, tu veux compléter un petit peu par rapport à voilà, votre posture à vous, animateur bassin versant. Non, pas particulièrement. Non, ce que je répète toujours, c'est qu'en fonction des bassins versants et de nos missions et de ce qu'on fait dans nos bassins versants, il y a une délégation aux partenaires, aux chambres d'agriculture, au CETA, etc. Donc, on est plus ou moins impliqué en direct dans l'accompagnement ou l'échange avec les agriculteurs. C'est toujours voilà. C'est un peu ça la difficulté chaque fois pour arriver à remobiliser tout ce qu'on peut apprendre. Ouais, je l'avais déjà dit à plusieurs reprises. mais voilà, sinon, voilà, rien de plus. Je te laisse me présenter. Ok. Du coup, je ne me suis pas présenté. Dominique Massé, moi je suis animateur à la FR CIVAM Bretagne, donc dans un rôle de coordination et de travail en lien avec les groupes locaux voilà, sur les projets, et notamment les projets qui touchent à la question des systèmes de production et de l'agriculture durable. Je vous redis le déroulé qu'on a prévu. Une première partie là, qui va peut-être recontextualiser la manière dont les CIVAM ont abordé ces questions depuis plusieurs années de l'accompagnement des agriculteurs. Et donc ça, c'est Romain qui va nous faire cette partie-là, voilà, qui se présentera à ce moment-là. Et puis ensuite, on va compléter avec des témoignages d'animateurs qui, justement, vont illustrer les différents angles d'accompagnement qui sont mobilisés. Voilà, pour chacune de ces situations-là. Et là, on aura voilà, le temps aussi d'échanger sur vous, comment ça fait écho aux situations que vous êtes amenés à rencontrer. Voilà, et puis on terminera sur un peu les ressources vraiment mises à disposition par Réseau CIVAM. Romain, je te laisse te présenter et puis la main là pour un peu dérouler l'ensemble de ces travaux-là sur, on a dit 20-30 minutes. La proposition que je vous fais, c'est peut-être de laisser dérouler Romain et si vous avez des questions qui vous viennent, de les noter dans le fil de discussion de manière à ce qu'on puisse les reprendre plutôt dans un deuxième temps, enfin à l'issue de la présentation de Romain. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, moi, Romain Dieulo. Donc, moi, je suis en fait animateur coordinateur au réseau CIVAM national, mais basé à Rennes dans les mêmes locaux que la FR CIVAM Bretagne.
Donc, juste rapidement, le réseau CIVAM regroupe environ 140 groupes d'agriculteurs et ruraux un peu partout en France. Et donc, c'est des groupes de développement agricole qui vont bosser sur l'accompagnement vers des systèmes plus économes et autonomes, mais aussi la création d'activités, le développement de systèmes alimentaires territoriaux, l'accueil dans les fermes, etc. Et tout le travail du réseau se fait aussi en s'appuyant sur des grands principes qui sont avant tout de développer l'autonomie des fermes et des systèmes, mais aussi d'accompagner les personnes vers plus d'autonomie de décision. Et pour faire ça, ça passe par l'accompagnement en individuel ou beaucoup aussi en collectif, et c'est beaucoup basé sur le collectif d'échange entre pairs, et avec une approche globale des systèmes de production et des projets des personnes. Donc là, on va vous parler aujourd'hui de comment le réseau s'est outillé pour accompagner les agriculteurs dans leur transition vers des systèmes plus économes et plus autonomes. Alors, qu'est-ce que c'est déjà Alors, je vais utiliser l'acronyme SPEA, Système de production économe et autonome. En tout cas, ils sont caractérisés par des principes et des repères communs, mais en fait, ils se traduisent sur le terrain et dans les territoires par des pratiques très variées pour s'adapter aux conditions spécifiques. Mais globalement, les principes communs, c'est ce qu'on a dit économe. Alors, économe, ça veut dire économe en intrants, économe en engrais, en produits phyto, en produits végétaux, en aliments achetés, etc. Mais aussi économe en énergie, et puis économe en charge, on va dire, de capital, économe en investissement. Et puis autonome, derrière le autonome, il y a l'autonomie du système, l'autonomie technique, l'autonomie fourragère, l'autonomie en protéines, mais il y a aussi et surtout en fait l'autonomie des personnes qui travaillent sur la ferme. Encore une fois, l'autonomie de décision. Et puis le grand principe, ça va être de changer de logique, de passer d'une logique de produire plus à une logique de produire en consommant le moins possible, et pour cela en s'adaptant aux conditions du milieu et aux ressources surtout de son territoire, et en valorisant au mieux les ressources de son territoire par un usage un peu intensif même des processus biologiques. Par exemple, en élevage, ça passe par le pâturage. L'objectif étant de faire de la diversité, que ce soit de la diversité animale ou végétale, un atout pour le système de production. Il s'agit aussi de garder des marges de manœuvre. Donc, ces principes-là, voilà, ils se déclinent en différents systèmes et différentes pratiques. Et tout le travail du réseau pour accompagner les agriculteurs et agricultrices vers ces types de systèmes plus économes et plus autonomes, quelle que soit la production, je vais vous présenter un petit peu ça. C'est parti d'une approche technico-économique jusqu'à développer d'autres approches d'accompagnement, jusqu'à l'approche travail dont on va parler. Et c'est des approches qui sont multiples et qui se complètent. En fait, elles ne se remplacent pas, elles se complètent pour donner plus d'outils et de méthodes dans la sacoche des animateurs, on va dire, pour accompagner les transitions. Alors, est-ce que ça va marcher? J'ai fait un petit lien. Sinon, je vais changer mon partage. Voilà. Donc, je vais vous présenter en fait l'évolution de ce travail-là au sein du réseau à partir des questions qu'on s'est posées et de ce qu'on a mis en place pour essayer d'y répondre. À chaque fois, il y aura comme ça des cadres avec en bleu la problématique qui s'est posée, en violet les objectifs qu'on s'est fixés pour essayer d'y répondre, en vert les productions ou les projets qui ont été mis en place, en orange des ressources extérieures, souvent de la recherche par exemple, et puis en marron ce qu'on a appris et les nouvelles questions que ça nous a posées. Donc la première problématique, c'était de constater que ces systèmes de production économes et autonomes,
il requiert en fait des nouveaux repères techniques qui ne sont pas capitalisés, qui ne sont pas transmis ni dans l'enseignement, ni dans les structures classiques, on va dire, de développement agricole ou de conseil. Donc l'objectif premier, c'était de créer des nouveaux référentiels techniques à adapter dans les territoires. Et donc pour cela, il y a eu la production de cahiers techniques qui ont capitalisé tous les échanges qui avaient lieu dans les groupes techniques d'agriculteurs au sein du réseau. Et ça s'est traduit aussi par monter pas mal de formations techniques pour former les animateurs et les animatrices, puis les agriculteurs et les agricultrices sur ces systèmes de production économes et autonomes. Donc pour cela, on s'est appuyé sur beaucoup de ressources. Et ce qu'on a appris, c'est que le fait de se créer des repères et des indicateurs partagés pour caractériser ces systèmes, ça permet d'outiller les animateurs et les agriculteurs. Par exemple, sur les systèmes pâturants, ça permet d'avoir des indicateurs et des critères techniques communs pour comparer les systèmes, pour se situer en fonction de la part de pâturage dans la ration, de la part de maïs dans l'assolement ou des ares accessibles par vache. Ça nous donne des repères pour se situer et pour accompagner. On a aussi constaté en fait qu'au-delà de la technique, il y avait un besoin et une importance pour les accompagnants, donc pour les animateurs et animatrices, de pas seulement avoir un bagage technique pour accompagner ces échanges, mais de pouvoir échanger entre eux sur comment animer, sur les outils et méthodes d'animation entre pairs. Donc ça a amené à des nouvelles questions et des nouveaux besoins qui consistaient en fait à améliorer notre accompagnement. En parallèle de cette démarche, on va dire, sur les référentiels techniques, la question s'est assez vite posée aussi dans les groupes sur ces systèmes de production économes et autonomes, de savoir, mais en fait, est-ce qu'ils sont performants et surtout, en quoi ils sont performants. Donc l'objectif, c'était de montrer l'efficacité économique de ces systèmes pour montrer aux autres agriculteurs que c'était des systèmes crédibles et qui marchaient, et montrer aussi leur crédibilité au pouvoir public pour qu'ils soient appuyés. Et donc, à partir de là, ont été mis en place différents outils et différents projets, comme l'Observatoire technico-économique des systèmes herbagers laitiers du Grand Ouest ou le diagnostic de durabilité. Pour cela, on a été accompagné par Christian Mouchet de l'agro de Rennes. Et ce qu'on a appris en faisant ces projets-là, c'est à se réapproprier la notion de performance, en disant qu'en fait, la performance, c'est la capacité à atteindre ses objectifs. Et donc, il n'y a pas de performance en soi. Et ça nous a permis aussi de refuser de se faire imposer des indicateurs de performance par d'autres acteurs, mais d'affirmer nos propres indicateurs de performance et de créer nos propres indicateurs de performance et d'accompagner les agriculteurs et les agricultrices à plus d'autonomie de décision en se réappropriant ça. En se réappropriant, c'est quoi la performance pour eux, c'est-à-dire c'est quoi leurs objectifs et qu'est-ce qu'ils vont regarder pour voir s'ils atteignent leurs objectifs. Par ailleurs, du coup, on a aussi capitalisé beaucoup de références économiques sur les systèmes et pour montrer sur les plans économiques, mais aussi sociaux et environnementaux, que c'est des systèmes qui étaient vertueux. Donc, on a montré la crédibilité et la durabilité de ces systèmes-là. Et donc ça, on le fait depuis des années, depuis 10-20 ans, et on continue à le faire. Et pourtant, on s'est posé une nouvelle question qui est, si on est si performant, pourquoi on n'est pas plus nombreux? Donc ça nous a amené aussi à vouloir identifier les moteurs et les freins au changement. S'il ne suffit pas de montrer que les systèmes économes et autonomes sont vertueux pour que les gens y aillent, c'est qu'il y a d'autres freins et il y a d'autres moteurs au fait que les gens changent. Donc tout ça pour dire qu'on s'est attaché à regarder nos façons d'accompagner. Alors déjà, on a fait des actions de partage d'outils et de méthodes entre animateurs et animatrices. Et la problématique, c'était de sortir des généralités. L'objectif étant d'échanger entre pairs d'accompagnants sur des problèmes d'accompagnement, et non plus sur les systèmes de production, mais sur notre métier d'accompagnant. Donc, il y a eu des projets qui ont été mis en place à travers le projet Grande Culture Économe et le Memento de l'animateur. On a été accompagné par des chercheurs, pour le coup, avec Marianne Serre, qui nous a beaucoup
apporter des choses sur la notion de situation d'accompagnement. Donc, d'arrêter d'échanger sur du en général, mais s'attacher à débriefer des situations concrètes d'accompagnement. Et ça nous a permis vraiment de pouvoir nous professionnaliser en échangeant vraiment sur nos métiers d'accompagnants et sur les problématiques que se posent les animateurs et animatrices et non plus sur les systèmes accompagnés. En parallèle, du coup, pour travailler sur le changement, on a mis en place une formation qui s'appelle Accompagner et faciliter les agriculteurs vers le changement. Alors, au début, c'était une formation qui était proposée par Michel Blanc et qu'ensuite on a repris. Et qu'est-ce qu'on a appris grâce à cette formation? On a appris l'importance des… Alors, je vais résumer ça parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur de cette formation. Clémence Morand pourra en dire 2 mots tout à l'heure, mais globalement aux 5 cultures, c'est-à-dire déjà la culture de la question, de s'obliger à ne pas aller vers une démarche de conseil ou de suggestion ou de préconisation, c'est-à-dire de ne pas aller vers la solution, mais de questionner la personne. En partant du principe qu'en fait, la personne a probablement beaucoup plus de ressources qu'elle ne le pense et qu'on ne le pense. De s'appuyer aussi sur le positif et faire entrevoir les gains. Parce que souvent, en fait, le changement, si on peut le traduire par une balance entre les obstacles et les gains, le but étant de diminuer les obstacles et d'augmenter les gains, et donc d'amener la personne à entrevoir le positif qu'elle trouverait dans une nouvelle situation. Tout l'objectif de l'accompagnement étant d'amener la personne à se construire elle-même une situation qui soit plus satisfaisante pour elle. On a appris aussi la culture de la projection, c'est-à-dire de projeter dans le futur et de projeter en positif pour faire entrevoir ses gains. De sortir d'une situation de l'ici et maintenant qui est parfois problématique. Et puis de développer les confiances, c'est-à-dire d'amener la personne à développer sa confiance en elle. Et ça passe notamment déjà par l'écoute active et bienveillante, par faire peut-être revisiter ses réussites du passé. Donc revisiter la confiance en elle, la confiance avec l'accompagnant, et puis la confiance en l'avenir. Et ça passe aussi par la projection positive. Et puis la culture du tu, c'est-à-dire encore une fois sortir de la généralité, du on nous obligea, du c'est difficile, à comment ça se passe concrètement pour la personne sur sa ferme et les questions qu'elle se pose elle. Et ça permet aussi de la rendre actrice de sa situation. Juste cette formation, donc, elle a été reprise aujourd'hui par des animateurs du réseau national et donc on a pu enrichir avec d'autres apports, d'autres projets. Pour identifier les moteurs et les freins au changement, on a aussi mis en place un projet qui s'appelait Préface. Donc là, il y aura aussi un témoignage sur ce projet-là. Le projet donc, partait de la question si on est si performant, pourquoi on n'est pas plus nombreux? En gros, est-ce qu'il y a d'autres choses que l'économie qui peuvent intervenir dans les processus de changement? Donc, il y a eu un projet CASDAR de recherche-action pendant 4 ans avec donc, plusieurs groupes et des animateurs et puis des partenaires de la recherche qui visait à identifier justement un petit peu qu'est-ce qui fait que les gens changent. Donc, il y a eu des enquêtes qui ont été réalisées auprès de personnes qui ont entamé une transition vers des systèmes plus économes et plus autonomes et des personnes qui n'ont pas changé. Donc, je pense que François Leray du CEDAPA vous parlera un petit peu de ce projet, mais il y a eu pas mal d'enquêtes qui ont été faites et ce qu'il en ressortait, c'était que déjà, il y avait un facteur très important au fait que les gens, pour le coup, ne changent pas, c'est la reproduction de systèmes connus. Ça, c'était la chose principale qui ressortait dans le choix que les personnes ont fait de leur système de production. Ce qui est ressorti aussi, c'est que l'économie était en fait, sauf dans des situations vraiment difficiles, était rarement le moteur. En fait, on a été étonné de voir qu'en tout cas sur les systèmes
de l'Ouest et sur les systèmes d'élevage herbivore, les résultats technico-économiques des systèmes herbagers étaient plutôt connus. C'est-à-dire que le boulot qui a été fait sur les références technico-économiques, entre guillemets, fonctionne. Et malgré le fait qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas forcément y perdre, les gens ne changeaient pas forcément. Par contre, le travail était partout, à la fois cité comme des freins sur l'acquisition de nouveaux repères, de nouveaux référentiels techniques, de changer ses pratiques, ses façons de faire, mais aussi comme des motivations. Espérer changer, de gagner en quantité de travail, en temps de travail, en façon de travailler, mais aussi de retrouver du sens dans son travail. Il y a quelque chose qui a été assez fort, c'est de constater en fait que, comme en fait le dit le GERDAL, qui est un groupe d'action et de recherche, le changement est en fait un processus de résolution de problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça naît d'une insatisfaction des personnes. Et que du coup, on peut dire qu'en fait, s'il n'y a pas d'insatisfaction, il n'y a pas de problème et il n'y a pas de changement. Les gens changent pour se construire une meilleure situation, une situation qui va les satisfaire plus que la situation actuelle. Donc, en gros, pas d'insatisfaction, pas de problème, pas de changement, pas de changement, pas de changement. Donc, ça nous a amené à la question et à la piste aussi de projet de se dire il faut qu'on bosse sur des préoccupations et sur des préoccupations partagées par les agriculteurs. Et donc peut-être qu'il faut, au lieu de parler de portes ouvertes sur l'herbe, etc., s'attacher avant tout aux questions que se posent les agriculteurs. Et donc ça nous a amené à réfléchir à la notion de chemin de traverse qui sont des thématiques qui répondent vraiment à des préoccupations quotidiennes des agriculteurs et qui peuvent être des entrées pour avoir une réflexion plus globale sur son système. Il y a plusieurs chemins de traverse qui ont été identifiés. Ça peut être l'autonomie en protéines, ça peut être la santé animale qui est ressortie de manière assez forte, et puis le travail. Alors le travail sous différentes formes, on va y revenir. Ce qui est apparu aussi, et notamment avec l'apport de Xavier Coquille, qui est ergonome à INRAE, avec sa théorie sur les mondes professionnels, c'est qu'en fait, changer de système, opérer une transition vers des systèmes plus économes et plus autonomes, ce n'est pas seulement changer ses façons de faire, c'est aussi changer ses façons de penser. On nous a souvent dit que c'était presque un changement de métier. Et alors, je vais essayer de basculer sur un autre document. Est-ce que vous voyez le nouveau document? Vous êtes toujours sur le document Excel? Pour l'instant, c'est toujours l'ancien document. Ça prend pas. Je vais basculer comme ça. Là, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, en fait, ça passe par le monde professionnel, c'est représenté par un triangle qui montre en fait l'équilibre de la personne entre ses pratiques, son action, c'est-à-dire ce qu'elle fait, et ses valeurs, c'est-à-dire sa vision du monde, et ses normes professionnelles. Ces normes professionnelles, c'est quoi le travail bien fait? C'est quoi le bon travail ou les bonnes pratiques? Ces normes professionnelles, c'est toute une construction qui vient à la fois de l'environnement familial, de l'environnement éducatif, de l'environnement professionnel, des collègues, de son réseau d'appartenance, qui fait que c'est quoi le travail bien fait, à quoi on voit qu'on travaille bien, qu'est-ce qu'on regarde, est-ce que c'est parce qu'on a des vaches à 10 000 litres ou est-ce que c'est parce qu'on a sorti ces vaches au pâturage avant le 15 février. Donc, en fonction de ces réseaux d'appartenance, les normes professionnelles vont être différentes. Et que l'agriculteur est au milieu dans un équilibre entre ses normes, ses valeurs et ce qu'il fait. Et que quand il y a un déséquilibre qui s'opère dans ce triptyque, typiquement quand il y a une incohérence entre ce que la personne fait et ce que la personne pense,
ce qu'elle pense être un travail bien fait et ce qui correspond à ses valeurs, et ben cette incohérence-là est une source très forte de changement. Il y a d'autres choses qui peuvent amener à changer. Donc cette différence entre ce qu'on fait et ce qu'on croit, ça peut être aussi des difficultés pratiques ou des obligations extérieures qui peuvent être réglementaires, qui peuvent être crise économique. Et puis le fait de un moment accéder à l'impensable, c'est-à-dire à ouvrir le champ des possibles et à entrevoir le fait qu'on peut faire différemment. Et quand il y a une incohérence dans ce triptyque-là, là, c'est forte source de changement. Et le but, ça va être que la personne se trouve un nouvel équilibre dans ce triptyque-là, sachant que les valeurs, elles ne changent pas, mais leurs priorités peuvent changer, et de retrouver un équilibre entre normes, actions et valeurs. Et on a pu voir que des personnes qui ont changé leur façon de faire, mais qui sont restées dans des anciennes normes professionnelles, parfois sont revenus en arrière sur les systèmes de production, ont abandonné des transitions. Donc une transition, on va dire, durable, c'est une transition où il y a eu un vrai changement à la fois sur ce qu'on pense et ce qu'on fait. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a pas mal éclairé aussi et éclairé nos façons d'analyser, on va dire, le changement. Étant donné qu'on a constaté qu'à la fois le travail est partout comme moteur et comme frein au changement, mais aussi que changer de système, c'est presque changer de métier, c'est changer de réseau professionnel, de changer sa vision de ce que c'est que le travail bien fait, changer, peut-être gagner dans du sens qu'on met dans son travail, quasiment changer de métier. On a fait le constat qu'en fait, on était peu outillés pour accompagner ces transformations du travail. Donc, c'est la nouvelle question, et puis ça va être la dernière question qu'on s'est posée, c'est comment accompagner les transformations du travail des personnes dans la transition agroécologique. Le but, c'était donc de remettre l'humain au centre et d'aborder le travail réel, ce que vit la personne. C'est-à-dire pas seulement le travail prescrit, c'est-à-dire quand on a 45 hectares, 45 vaches, ce que ça demande en temps de travail théoriquement, les tâches qu'il y a à accomplir, ça c'est une chose, mais il y avait aussi de s'intéresser à comment concrètement la personne accomplit cette tâche, comment elle la vit et puis surtout qu'est-ce que ça lui fait. Donc on a mis en place un projet qui s'appelle Transae pour transformation du travail dans la transition agroécologique. On a été en partenariat sur ce projet avec différents chercheurs. Alors, on retrouve Marianne Serre qui nous a accompagnés sur le fait de tracer les évolutions et prendre un peu du recul pour regarder qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a changé dans nos façons de faire et nos façons de voir. C'est un petit peu là ce que je vous propose à l'échelle du réseau. On retrouve Xavier Coquille avec la théorie des mondes professionnels, mais aussi Jean-Yves Pailleux, qui est aussi technicien travail à INRAE, et qui nous a apporté aussi un nouveau cadre d'analyse qui s'appelle le schéma des 5 carrés et qui nous a aidé à analyser le travail des personnes. Et surtout le fait que le travail, ce n'est pas seulement la quantité de travail, l'organisation du travail et les tâches qu'il y a à faire, c'est aussi, encore une fois, les performances de la personne, c'est-à-dire c'est quoi pour elle, qu'est-ce qui va faire qu'elle a atteint ses objectifs, qu'est-ce qui est pour elle le travail bien fait, ce qui est important pour la personne, comment elle travaille, les résultats de ce travail-là, c'est-à-dire les effets sur l'entreprise, les résultats du travail, mais aussi les effets sur la personne. Donc c'est en fait un travail qui transforme tout et on s'est rendu compte que le travail était partout et qu'en fait, en utilisant une approche travail, c'est-à-dire en s'intéressant à ce que la personne fait et vit dans son travail, on pouvait aborder tous les champs, que ce soit les entrées techniques, mais pas seulement à travers les pratiques, mais à travers comment la personne les met en œuvre. Et on pouvait aborder les aspects économiques, on pouvait aussi aborder une nouvelle entrée qui était les effets sur la personne.
parce que c'est dans le travail que se construit la performance, mais aussi la santé. Donc, le but de cet accompagnement était notamment de réduire les effets négatifs du travail sur la personne, voire d'amplifier ce qui va bien. Parce que ça ne fait pas rien de travailler. Donc ça, c'était quelque chose qui était assez important. Alors, j'avais pareil un petit schéma à vous proposer. Donc, je vais refaire l'écran partagé. Donc, le schéma des 5 carrés, ce n'est qu'un cadre d'analyse, mais qui nous a aidé à aborder ce que c'est que le travail. Alors, les 5 carrés, à gauche, on va avoir les déterminants. Donc, il y a les super déterminants, les choses qu'on ne maîtrise pas et qui peuvent influer, comme le marché, les prix, le climat, des choses comme ça, la PAC. Ensuite, il y a les caractéristiques de l'entreprise. Donc, ça va être la surface, il y a combien d'accessibles, les bâtiments, le matériel, les façons de faire, les groupes d'échange dans lesquels on est, l'environnement un petit peu professionnel. En bas à gauche, il va y avoir les caractéristiques de la personne. Voilà, de ses compétences, de son histoire, de ce qui est important pour la personne, de ses valeurs. Et puis, tout ça, ça va aller dans l'activité qui est au milieu, c'est-à-dire comment concrètement la personne travaille, qu'est-ce qu'elle met en œuvre, qu'est-ce qu'elle mobilise d'elle-même dans son travail. Et en haut à droite, ça va être les résultats sur la ferme, donc concrètement les résultats économiques, par exemple. Et puis en bas à droite, ça va être les effets sur la personne. Qu'est-ce que ça lui fait, cette activité-là, en bien ou en mal. Donc ça va être un cadre d'analyse où on va essayer de rentrer au milieu dans l'activité, puis d'aller explorer un petit peu tous les carrés. Ce qui nous a intéressé, nous, c'était de se dire qu'en fait, l'approche travail, c'est une entrée pour aborder tout le système en remettant au cœur de ça la personne et surtout ce que vit la personne. Donc, il y aura un témoignage aussi là-dessus d'Amaël Sanson qui a suivi ce projet-là. Et donc, ça nous a permis aussi de se dire, au-delà des références technico-économiques, ça peut être intéressant de créer des nouvelles références, mais sur le travail, et qui ne sont pas que des références quantitatives, mais qui sont aussi des références qualitatives. Voilà. Et puis, pour finir, ce projet-là nous a donné envie et a débouché sur d'autres futurs projets où on va travailler avec Solidarité Paysans pour accompagner des agriculteurs en situation difficile, repenser à comment donner à voir l'attractivité des systèmes de production économes et autonomes pour faciliter l'installation et la transmission, etc. En tout cas, l'évolution de ces outils et méthodes et de notre façon d'accompagner nous a amené à passer d'une posture de la conviction, essayer de convaincre que les systèmes économiques autonomes sont plus performants, et puis on s'intéressait justement au système, à une posture beaucoup plus dans l'accompagnement de la personne, tout en continuant à être outillé sur l'accompagnement technique, sur l'accompagnement économique, etc. Mais du coup, ça offre aux animateurs et aux animatrices tout un champ de compétences et d'approches qu'ils peuvent mobiliser pour accompagner les agriculteurs et les agricultrices dans la transition. Donc, je vais m'arrêter là pour ce panorama global et historique, on va dire, des approches d'accompagnement qu'on a petit à petit développées au sein des CIVAM pour s'outiller. Peut-être que si vous avez quelques questions de compréhension, ou alors on passe au témoignage concret dans pour illustrer chacune des boîtes. Je te laisse la main, Dominique, par rapport à ça. Et je vais on s'était réservé un petit temps là pour effectivement prendre des questions un peu de compréhension ou des réactions. Et puis peut-être qu'on a une première question du coup pour relancer un peu le débat. Là, il y a Yo qui demande si on connaît la méthode Opal qui classifie les gens en termes de suiveurs, pionniers, innovateurs et tout ça, et qui est visiblement utilisée dans les BV. Alors, je ne sais pas si Romain tu connais ou s'il faut que Yo précise comment c'est utilisé.
Alors, non, je ne connais pas spécifiquement. J'ai déjà eu des approches comme ça dans une formation que moi j'ai suivie sur la médiation où il y avait. Euh, mais je ne savais pas que ça venait de là. Du coup, je suis assez intéressé et curieux d'en savoir un peu plus. Oui, alors, c'était très intéressant. Merci pour la présentation. Oui, je voulais juste interroger sur cette méthode OPAL parce que c'est quelque chose qui a été utilisé dans certains bassins versants. Je crois qu'il y a des gens là qui sont en train de témoigner que ça a été fait chez eux, qui visaient souvent dans ça a été fait souvent par des bureaux d'études ou même par agrobio sur certains bassins versants. Et ça visait à enquêter un certain nombre d'agriculteurs et à essayer de les positionner dans des cases comme ça, en termes de est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt innovateur, est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt suiveur, est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt pionnier, je ne sais plus quelles étaient les autres catégories. Et après, on en déduisait, voilà, ceux-là, ce n'est pas la peine, on ne s'en préoccupe plus de ces gens-là, il n'y a plus rien à faire. Et puis, il faut concentrer nos efforts plutôt sur ces personnes-là. Voilà. Et voilà, moi j'avais trouvé ça quand même assez brutal de classifier les gens de cette façon-là. Et ça me paraissait discutable, philosophiquement discutable. Voilà. Et voilà, je ne sais pas ce que d'autres personnes, bon, on ne va pas s'attarder trop là-dessus parce que justement, ce n'est pas du tout ce que vous présentez comme méthode là, mais je ne sais pas si d'autres personnes présentes là ont un commentaire à faire là-dessus. Ou pas. Du coup, Clémence Morand de Lorient Agglomération, juste pour faire un rapide parce que nous, du coup, ça a été fait sur le bassin versant du Scorff et du Blavet, qui a beaucoup fait débat, du coup, un peu ce que tu dis, Jo. Parce que justement, ça classifie et ça met dans des cases. Le problème, c'est que c'est intéressant. Le truc, c'est que derrière, il faut savoir qu'est-ce qu'on en déduit et qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de ce diagnostic. Et c'est plus ça, nous, qui fait débat, dans le sens où, du coup, c'est-à-dire mettre de côté certains ou pas, enfin, du coup, c'est hyper compliqué. Et en fait, nous, personne n'est vraiment d'accord. Donc, en fait, on a fait un diagnostic qui va certainement nous servir un peu, puisque ça nous permet quand même, sur certaines méthodes d'action, sur certaines actions de se dire tiens, on a plus de pourcentage d'agriculteurs qui sont plus dans cette mouvance-là, donc ceux-là on va peut-être aller plus vers eux de cette manière-là, mais en même temps on ne veut pas mettre de côté les autres. Donc en fait au niveau des actions, c'est plus après quelles actions on met en place en fonction des profils, et en fait ça fait débat auprès de tout le monde, donc c'est très compliqué de l'utiliser en fait. D'accord. En tout cas, moi, par rapport à ce que Romain disait sur le fait que le fait de changer naît d'une insatisfaction, mais du coup, ce diagnostic-là, il ne prend pas du tout ça en compte. Très peu. Voilà. Après, je pense qu'il est très discutable, mais après, c'est un autre débat. Alors, mais c'est vrai qu'on pourrait en rediscuter si tu veux. Mais c'est vrai que je suis un peu d'accord avec toi. Dans le fil de discussion, on a une question de Claire, alors qu'il y a un problème de micro, qui pose la question si on a quantifié le temps d'approche. Alors, c'est dommage parce que j'aimerais bien qu'elle précise un peu sa question sur qu'est-ce qu'elle entend par le temps d'approche. Est-ce que, voilà, je reformule, enfin non, je lis la question, est-ce que le temps d'approche a été quantifié? Et du coup, j'ai un doute si c'est le temps auprès des agriculteurs sur la question ou si c'est le temps de mise en œuvre un peu des différents outils. Alors, sur le temps de mise en œuvre, là, peut-être à travers les différents témoignages d'animateurs, animatrices CIVAM, ça pourra donner un peu plus de billes. Après, sur le temps d'approche, alors je ne sais pas, alors peut-être là, du coup, interpréter, mais est-ce que c'est le temps d'approche des agriculteurs, c'est-à-dire le temps
entre leur accompagnement ou la première approche et puis le fait qu'ils changent. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut comprendre. En tout cas, juste sur ce point-là, on a en tout cas appris que le changement, c'était c'était un cheminement qui, dans le schéma là, que je vais vous montrer sur les mondes professionnels, c'était un peu des vagues. Alors des vagues qui vont vers le haut, parce que le but, c'est que la personne améliore sa situation et évolue. Mais chacun, pour le coup, chacun et chacune a sa propre temporalité. Et on a pu voir chez des gens où on avait l'impression que ça allait très vite, chez d'autres de manière plus sécurisée dans le changement. Ça dépend à la fois des personnes, mais aussi ça nous a fait réfléchir à cette notion de déclic, parce que parfois, on attendait de voir un déclic, etc. Mais on est revenu sur cette notion-là. Et parfois, des gens qui changent très vite, peut-être qu'ils mûrissaient cette réflexion-là et que ça a changé dans leur façon de penser depuis très longtemps, quoi. Donc, voilà, en tout cas, que chacun a son propre cheminement et sa propre temporalité. Et donc, c'est à l'accompagnant aussi de s'adapter. Mais un des rôles de l'accompagnement, c'est aussi de mettre les gens en anticipation, néanmoins. Enfin, voilà, juste par rapport au timing, notamment quand il y a des injonctions extérieures, de faire prendre conscience, de voir où est-ce qu'est le mur et quand il approche. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question sur le temps d'approche. Peut-être les animateurs, animatrices en diront plus sur la mobilisation de ces différentes approches. Il n'y a pas une seule façon de faire aussi, hein. Chacun se le réapproprie. Je pense que les témoignages vont peut-être éclairer ça. On laissera la possibilité à Claire de nous préciser sa question. S'il n'y a pas d'autres demandes un peu, je propose de poursuivre du coup avec le témoignage de Maude du CIVAM AD 56, justement sur la mobilisation de ces références technico-économiques dans le cadre de l'accompagnement qui est fait dans les groupes. Je te laisse la place, Maude. Ouais. Est-ce que juste, Romain, tu as possibilité de projeter le diapo que j'ai envoyé? Est-ce que c'est possible, comme j'ai mes notes sur ordi, que je puisse suivre en même temps? Super, merci. Du coup, Maude Retailleau du CIVAM du Morbihan. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de l'approche de l'évaluation des performances technico-économiques des fermes. Voilà, comment on s'appuie dessus dans l'accompagnement au changement et changement de système, changement de pratique. Et voilà, quelle place ça a dans ce changement. Donc du coup, cette approche, on s'appuie en fait sur l'outil qui a été évoqué tout à l'heure par Romain, qui est la grille technico-économique, enfin l'observatoire technico, qui permet du coup d'alimenter l'observatoire technico-économique du RAD. Et en fait, on s'en sert en individuel et ou en collectif par la suite. Donc là, au cours de ce petit temps, là, je vais vous présenter du coup, premièrement en individuel, comment on s'en sert dans quel cadre, avec quelques exemples, et ensuite en collectif. Alors, donc en fait, en individuel, donc, on est sollicité donc, par des personnes, des fois, qui se questionnent en fait pour voilà, réduire les charges sur la ferme, aller vers plus de pâturage, qui ne savent pas trop par où prendre les choses. Donc, des fois, un simple accompagnement technique suffit et des fois, on a besoin d'aller vers plus de détails, d'éléments. Donc, le fait de s'appuyer notamment sur la compta, ça permet de creuser les pratiques de l'éleveur en allant jusqu'à chercher en fait des choses dans le grand livre, puisque quand on utilise les grilles technico-économiques, la grille technico-économique, on travaille avec ces deux éléments qui sont le grand livre et le dossier de gestion. Donc par exemple, en fait, si on voit par ce travail-là que la personne elle achète beaucoup de concentré ou d'engrais azoté. Donc, ça peut être de se dire, je vois que tu achètes de l'engrais, c'est pour quoi faire, pour mettre sur quelle parcelle, peut-être qu'il y a des économies à faire là-dessus. Enfin, voilà, c'est des petits détails, en fait, sur lesquels on peut aller, alors qu'en fait, sur un simple échange à l'oral technique, on n'aurait pas forcément identifié ces éléments-là sur lesquels il y avait un travail possible à faire. Ou alors, ça peut être aussi de se dire, là, je vois que la facture, elle est élevée.
sur, je sais pas, sur les phytos ou sur voilà, différents éléments et de se dire, il faut que je demande de creuser cet élément-là pour comprendre un petit peu pourquoi. Ça permet de faire un état des lieux des performances du coup de la ferme. Donc par exemple, ce que j'ai mis par la suite, là, en positionnant le système par rapport à l'observatoire technico-économique, donc par rapport du coup aux différents contacts qui alimentent les références, on peut se dire la ferme du coup elle est plus ou moins herbagère et du coup d'évaluer du coup la marge de progrès pour aller vers plus d'autonomie. Voilà, je pense là en référence par exemple, on sait que on peut utiliser donc un minimum en fait de concentré pour produire du lait à l'herbe et donc de voir où la personne se situe en regardant justement la compta, les résultats technico-économiques. C'est rassurant en fait pour l'éleveur souvent de travailler sur la partie économique. Ça, on a pu l'observer avec sur différents accompagnements individuels où en fait, des fois, on a donc un premier rendez-vous, un diagnostic, un suivi, et puis en fait, on voit qu'on a du mal à faire bouger les choses voilà, juste en proposant de l'aménagement parcellaire, en essayant de travailler sur les questions techniques qui nous paraissent fondamentales par rapport aux questions que la personne a. Et en fait, finalement, on se rend compte que quand on va sur cette partie économique, des fois, il y a des choses qui se débloquent et que souvent le paysan en face dit « Ah oui, en fait, là… si je fais bouger mon système de telle façon, le risque il est plus ou moins élevé, quoi. » Donc souvent, voilà, c'est rassurant. Et donc c'est rassurant dans le sens où on s'appuie en fait sur les données technico-économiques et la saisie en fait dans la grille technico-économique du RAD pour faire des simulations chiffrées de changement de système. Donc là, on utilise un autre outil qui s'appelle Prairie et qui permet notamment de voir en fait si on fait bouger certains éléments du système, donc par exemple augmenter ou diminuer la taille du troupeau, augmenter du coup la part de pâturage dans la ration, gagner en autonomie sur les concentrés ou pas, de voir en fait comment ça fait bouger justement derrière la viabilité de la ferme. Hop. Et sur la partie individuelle, Ah non, j'avais un autre élément sur la partie préalable changement de système. Des fois sur des herbagers aussi qui sont déjà un peu en croisière, mais qui se posent aussi des questions finalement d'amélioration, parce que pareil, ils ont toujours ce qui était évoqué tout à l'heure, une sorte d'inconfort, l'envie de faire changer un peu, soit pour gagner en temps de travail, voilà, pour toujours aller vers une amélioration de son système. Là, je pense à un éleveur qui nous avait sollicité parce que lui, il se posait l'impact du passage en village groupé de printemps et la monotraite une partie de l'année. Donc, pareil, on a pu s'appuyer sur l'approche technico-économique pour étudier en fait l'impact de ces choix techniques. Et enfin, donc, du coup, sur l'individuel, ça permet de déconstruire les préjugés. Donc, j'ai mis en exemple, voilà, des fois, on dit on ne fait pas de lait avec de l'herbe. Enfin, voilà, c'est un peu des fois ce qui peut se dire dans les campagnes. Ou alors d'emblée de dire avec les investissements que j'ai, je ne peux pas baisser en fait ma production. Des gens qui nous disent il faut que je produise mon quota. Concrètement, avec l'approche technico-économique, on va regarder est-ce que réellement, si on baisse la production de lait, est-ce que vraiment ça passe pas, quoi. Voilà, sur l'individuel. Et en collectif, alors là, c'est intéressant parce que du coup, ça te permet qu'on l'utilise, peut-être que je reprécise, l'approche technico-économique en collectif, on l'utilise avec des groupes herbagers qui se réunissent 4, 5, 6 fois dans l'année et qui ont un temps chaque année où on fait une journée en fait sur leurs résultats technico-économiques. Donc, ça permet de faire un point de situation pour chacun chaque année. Voilà, il y a ce temps vraiment de réflexion et d'échange autour des résultats. De revenir sur c'est quoi mes objectifs d'un point de vue technico-économique, parce que des fois, en fait, pareil, on est un petit peu dans son quotidien et on ne prend pas le temps de revenir, de prendre un peu de la hauteur sur son système. Ça permet de faire les liens entre les choix et l'impact technico-économique que ça peut avoir chez soi et les autres, puis de les replacer au cœur des objectifs de chacun. On peut continuer, Romain.
Ne pas rester dans l'échange technique de base, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur l'individuel tout à l'heure. Ça permet de discuter rentabilité et choix techniques. Je pense notamment à un exemple d'un paysan. Donc, au cours de ce temps collectif, on voyait que sur les graphiques, puisque du coup, en fait, on projette les différents graphiques des indicateurs qu'on a calculés, on voyait que ce paysan était moins efficace sur le lait que d'autres, mais en fait, ça s'explique du fait qu'il a une très bonne valorisation de la viande par ses croisements de races. En fait, de se dire que voilà, derrière aussi chaque chiffre, il y a une explication technique et un raisonnement aussi des fois de se dire à tel moment de l'année, voilà, je travaille moins parce que je suis en vacances avec mes enfants. Enfin, voilà. D'expliquer aussi et de ne pas se contenter de regarder uniquement les chiffres, mais, de voir à quels objectifs ils sont liés. Ça permet d'approfondir certains sujets techniques. Là, j'avais un exemple, alors c'est pas forcément chez nous, mais ma collègue me disait qu'à l'adage, Amel, tu me diras si je me trompe, mais vous aviez réfléchi sur les investissements lors de ces journées-là, de savoir où mettre l'accent sur les 10 prochaines années selon mes objectifs en tant que paysan. Donc voilà, ça peut être l'occasion de travailler là-dessus. Ça permet de faire un rappel des différents indicateurs utilisés par les comptables. Voilà, qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée, le BE, voilà, de reprendre un petit peu ces éléments-là et d'avoir du recul, être critique par rapport à ce qui est présenté par le comptable aussi, en reprenant la façon dont c'est calculé et concrètement à quoi ça sert le BE, voilà. Notamment à se rémunérer, à payer les annuités. Et enfin, sur le collectif, quelque chose qui est vraiment important. Cette approche-là, elle permet vraiment le groupe reboost, notamment quand il y a des années compliquées ou pas faciles, et quand ça se ressent sur les résultats technico-économiques. Et du coup, là, il y a vraiment un intérêt à travailler ça en collectif pour rebondir et puis s'apporter des idées, et puis de voir qu'en fait, des fois, on n'est pas le seul à avoir été en difficulté sur cette année-là. On retrouve le côté rassurant, quoi. Donc, en conclusion, je complète avec quelques limites. Donc, c'est un travail qui est vraiment très riche. Et ce qu'on remarque donc, à l'échelle 56, je serais peut-être contredite par mes collègues des autres départements, on le fait très peu avec des conventionnels. Nos groupes, on a beaucoup qui sont passés en bio puis qui sont à l'aise avec ce travail-là. Mais les conventionnels qui nous sollicitent pour des changements de système, des fois, ils ont un peu de difficulté à mettre leurs chiffres sur la table. Je pense notamment à un paysan qui avait entamé un changement de système et qui a eu besoin de voir les premiers effets de ce changement avant de venir mettre ses chiffres avec les autres. Il a eu besoin de se rassurer d'abord en individuel avant de dire « Ok, je suis d'accord pour aller présenter ce que j'ai fait, me confronter aux autres ». Ça demande un certain travail de préparation dans la récolte, la saisie des données, la préparation de l'animation et des échanges, que ce soit en collectif ou en individuel, et le calcul des indicateurs spécifiques selon la thématique choisie. Mais voilà, comme je le disais juste avant, ça permet vraiment d'avoir une approche intéressante, pertinente, qui est complémentaire en fait juste d'un suivi technique. Et ça permet surtout de prendre du recul et de la hauteur sur ces chiffres. Et c'est vraiment une bonne source d'échange entre paysans aussi après, lors des temps collectifs. Voilà. Merci Maud. L'idée, c'est de prendre 5 minutes là, pour échanger un petit peu sur cette pratique-là, savoir si vous aussi, quand vous allez sur les bassins versants, vous êtes confronté à cette question un peu des repères technico-économiques, voire à l'animation de groupe. Et puis peut-être plus largement, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de regarder l'Observatoire technico-économique? Est-ce que c'est une ressource pour vous? J'avais une petite question. Alors, c'est un peu à côté de la présentation qui a été faite, mais je me questionnais sur est-ce que vous avez travaillé sur des groupes spécifiques sur tout ce qui est transmission? Je pense à des éleveurs, par exemple, en système bovin allaitant, qui des fois ont du mal à imaginer qu'il peut y avoir d'autres trajectoires sur leur ferme.
et qu'on a du mal à amener justement vers une réflexion d'un autre système possible sur leur exploitation et qu'il ne faut pas qu'ils se ferment à des candidatures spécifiques. Est-ce que ça, vous avez un peu d'infos là-dessus? Du coup, je réfléchis donc je pars. En tout cas, nous, on n'a pas utilisé cette approche-là dans le cadre de gens qui nous sollicitaient pour la transmission. Après, on a été sollicité, nous dernièrement, on a mis en place dans le Morbihan une formation pour accompagner du coup à la transmission et réfléchir justement de façon globale sur ma ferme aujourd'hui, quels objectifs et comment je vois les choses sur la transmission. Est-ce que je suis prêt à ce que mon système, par exemple, change de production si j'ai un élevage bovin et que je suis prêt à ce qu'il y ait du mouton ou même du maraîchage dessus, j'en sais rien. Après, voilà, je ne suis pas la plus à même pour en parler parce que c'est plutôt ma collègue qui suit ça. Je ne sais pas si les autres collègues CIVAM peuvent apporter des précisions. Juste pour colporter un petit peu des dynamiques qui ont lieu à la fois à l'échelle nationale et puis plus spécifiquement aussi en Bretagne. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites pour étudier cet aspect de la possibilité de restructurer les fermes, notamment les fermes d'élevage, et du coup de pouvoir imaginer d'autres productions sur une ferme comme ça. Il y a eu aussi une étude importante qui a été faite par le CIVAM Installation Transmission d'Ille-et-Vilaine sur justement la transmission des fermes d'élevage, étant donné l'enjeu majeur vu la pyramide des âges et puis en Bretagne, dans le Grand Ouest même, l'enjeu de la transmission des fermes. À la fois aussi pour les fermes, c'est aussi beaucoup en lien avec la transition agroécologique dans le sens où il y a un levier très important qui est d'accompagner des gens vers la transition agroécologique, accompagner des gens qui mettre des phytos à en mettre moins, etc. Mais quand on regarde la pyramide des âges, il y a aussi un enjeu majeur à ce que quand ces personnes-là partent en retraite, elles soient remplacées par, déjà qu'elles soient remplacées, qu'il y ait des gens qui reprennent, et encore mieux, des gens qui reprennent dans d'autres types de systèmes. Donc l'accompagnement à l'installation-transmission, c'est aussi en fait un levier énorme pour la transition agroécologique, d'autant plus que des fermes qui auraient entamé un peu des changements, si elles partent à l'agrandissement et qu'elles ne sont pas reprises, il y a des risques que ces changements soient perdus, entre guillemets. Et ces études-là montrent en fait que le premier frein à la transmission des fermes, c'est le fait que les personnes pensent leur ferme non transmissible, pensent que leur ferme ne va pas intéresser, pensent que de toute façon, avec cette surface, ce n'est pas possible d'en vivre. Et donc, il y a tout un travail qui est fait et qui va se développer sur sensibiliser, et là, ce n'est pas que à l'échelle des CIVAM, c'est sensibiliser tous les acteurs agricoles qui peuvent être au contact de ces futurs cédants sur le fait que si, il y a aussi, il est possible de transmettre. Le premier frein à la transmission, ce n'est pas l'économie, la taille, etc. de la ferme, c'est le fait de faire la démarche de penser qu'on peut la transmettre et qu'elle peut se transformer en autre chose éventuellement aussi. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais il y a eu des... Et du coup, alors, est-ce que c'est des groupes proprement constitués comme il peut y avoir des groupes sur les systèmes herbagers, etc. En tout cas, il y a des formations sur anticiper sa transmission en collectif. Il y a des réunions un peu de territoire pour sensibiliser à ça, des cafés transmission, des choses comme ça, même si ce n'est pas forcément le même groupe qui se retrouve en permanence. Et puis des rencontres entre cédants et porteurs de projets pour que les gens voient qu'il y a des gens qui veulent s'installer en fait aussi. Et ça renvoie au fait de penser l'impensable dont on parlait tout à l'heure dans le changement. Voilà. On pensait que ce n'était pas possible de transmettre sa ferme, et peut-être qu'en étant confronté à des gens qui ont transmis, à des gens qui veulent s'installer, etc., ça peut permettre d'ouvrir le champ des possibles. Du coup, j'avais une question, Maud. Tout à l'heure, tu disais que dans le cadre du collectif,
est-ce que des fois de devoir présenter devant tout le monde, enfin je ne sais pas combien ils sont en collectif, mais ça doit dépendre des groupes, mais est-ce que ça les freine pas à aller vers des groupes comme ça quand ils doivent montrer devant les autres et se comparent, enfin du coup souvent ils se comparent même s'ils veulent pas forcément, il y a toujours ils se comparent, ah bah toi lui il fait un meilleur chiffre que moi, est-ce que des fois ça les freine pas encore plus à aller vers le collectif et d'aller sur sur la comparaison justement et de rentrer dans des groupes, le fait qu'ils doivent montrer les chiffres en collectif, quoi. Je sais pas si je suis très claire. Oui, alors en fait, nous, du coup, c'est pas une condition en fait pour rentrer dans les groupes hein, de participer à cette journée-là. D'ailleurs, sur les 4 groupes herbagés qu'on anime en Morbihan, dans les faits, il y a un seul collectif en fait qui fait cette journée collective, ce temps collectif chaque année sur les résultats technico-économiques. Sur les autres groupes, voilà, on le propose, mais pour l'instant, eux, ils n'ont pas ressenti le besoin ni l'envie en fait de travailler sur ce sujet-là. Après, en effet, oui, comme tu dis, en fait, sur des nouveaux qui rejoignent, et notamment des gens qui sont vraiment en tout début de transition, eh ben, on va plutôt les voir sur les autres journées plutôt techniques, où ils se sentent plus à l'aise à échanger. Et des fois, pareil, là, même sur les journées techniques, ils mettent un peu de temps aussi à venir sur le collectif. Et voilà, je donnais l'exemple tout à l'heure là, de ce paysan qui disait, bah, moi, qui l'a dit ouvertement, hein, j'ai attendu d'être à l'aise avec mes chiffres avant de les mettre sur la table, quoi. Donc, voilà, se dire aussi qu'on laisse le temps aussi aux gens pour se sentir à l'aise avec ça, même si de toute façon, ces temps-là, ils sont, c'est bienveillant, on pose le cadre, il n'y a pas de jugement envers les chiffres des uns ou des autres. Et vraiment, l'idée, c'est d'avoir une discussion euh, pour expliquer en fait ses choix, quoi. Et pas de se dire, t'es nul ou je suis meilleur, quoi. En fait, c'est vraiment pas l'idée, quoi. C'est vraiment de faire le lien entre, ah bah toi, je vois que tu as mieux réussi sur, je sais pas, t'as réduit tes frais véto, bah tiens, à quoi c'est lié cette année euh, et voir en quoi peut-être on peut s'en inspirer ou pas, quoi. Donc, je sais pas si Adage ou Cedapa, vous voulez compléter parce que vous le faites avec plus de groupes. Donc, je sais pas si vous réussissez à faire rejoindre plus rapidement du coup des gens qui sont au tout début de transition sur ces temps autour des, des performances technico-économiques. Amael, pour l'adage, en fait, il y a de tout. Il y a des gens qui vont avoir besoin de venir assez rapidement pour crédibiliser un peu plus ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils peuvent entendre, au sens où on en a certains qui viennent assez rapidement dans ces journées d'échange sur les résultats économiques, avec un peu l'idée de se dire, bon, c'est bien beau tous ces discours, mais j'ai envie de voir vraiment ce que ça donne, ces comptes-là. Et souvent, pour ces personnes-là, c'est un déclic ou en tout cas, ça leur montre un peu enfin, ils trouvent les marches à suivre pour évoluer parce qu'ils se disent il y a vraiment moyen d'améliorer fortement mes résultats. Et puis, il y en a d'autres qui mettent beaucoup de temps à venir parce que, comme disait Maud, il y a une envie de s'approprier ses propres résultats. Et puis, il y a aussi cette capacité à être plus à l'aise avec ses propres résultats par rapport aux autres, parce que il y a des gens qui ont des parcours de vie ou des parcours professionnels qui font que il y a des situations qui sont difficiles, donc effectivement, il n'y a pas cette envie de partager ça avec le groupe, mais globalement, une grande majorité intègre partage ses résultats et participe à ces journées d'échange sur les résultats économiques, parce que c'est une des journées centrales dans nos groupes à l'adage. Et puis, c'est quelque chose qui revient tous les ans, avec même des formats sur 2 journées, tellement ces journées sont riches, quoi. On s'adapte un peu en fonction de ce que les gens ont envie ou sont en capacité de partager, quoi.
François, pour le CEDAPA. Juste pour compléter un peu, moi, ce que je dirais, c'est que en fait, les éleveurs commencent à venir à des journées d'échange sur les résultats technico-économiques au bout de quelques temps dans un groupe, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas les inviter si enfin, un nouvel éleveur ne va pas commencer par une journée résultats économiques ou même la deuxième ou troisième journée. Il faut un peu avoir vraiment contact avec le groupe, avoir pris confiance en fait dans le groupe et dans les collègues et puis voilà. Et après, ça dépend aussi des groupes, quoi. On a, par exemple, sur la baie de Saint-Brieuc, un groupe où à peu près tous les éleveurs au départ étaient en système conventionnel. Donc, ils étaient un peu dans la même dynamique aussi et il y avait peut-être moins le risque d'avoir un très grand écart par rapport à des gens qui seraient en bio, par exemple, ou des choses comme ça, quoi. Mais je pense que la notion, enfin, il faut que les éleveurs soient en confiance, quoi, avec le groupe. Je pense que c'est ça l'essentiel. François, pour poursuivre, je propose de te laisser la parole pour ton témoignage sur l'illustration en fait, de ce que tu as pu retirer du projet préface sur l'accompagnement au changement et les freins au changement. Je te redonne une consigne, si tu peux faire en 5 minutes, parce qu'il faut aussi que tu partages ton temps avec Clémence. Ok, donc, alors, hop. Hop. Donc, bonjour à tous et toutes. Donc, François Leray, je suis animateur technicien au CEDAPA et je vais vous parler donc en quelques minutes de ce que j'avais retenu principalement du projet Préface et que je vais vous présenter. C'est aussi un peu comment ma pratique a évolué depuis ce projet-là. Voilà. Donc, juste, en fait, Romain a présenté ce projet tout à l'heure. Donc, je ne vais pas vous détailler toute la diapo, mais en gros, l'idée, c'est que ce projet préface visait à répondre à la question, donc, si les systèmes herbagers sont si intéressants au niveau économique, social, environnemental, pourquoi, en fait, on ne les retrouve pas plus sur le terrain? Pourquoi il n'y a pas plus d'éleveurs à aller rapidement vers ce type de système? Et donc, l'idée, c'était bien d'identifier à la fois les freins au changement de système et à la fois les moteurs du changement, d'identifier ce qui avait fait que ce qui faisait que certains éleveurs faisaient ce type de transition, j'allais dire malgré tout. L'objectif, c'était aussi de se créer des méthodes, des outils pour mieux accompagner les éleveurs dans ces transitions. Donc, un des premiers enseignements de ce projet-là, c'était que le changement de système est un processus long. Donc, c'est un processus long qui demande beaucoup de choses en fait aux éleveurs. Déjà, une réflexion, une construction progressive. Et en fait, c'est pas une réponse oui ou non, quoi. Quand on rencontre un éleveur pour la première fois, si on lui pose la question, est-ce que vous êtes prêt à aller vers le système herbager ou est-ce que vous êtes prêt à décider de changer de système? En général, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas je dis oui ou non, quoi. C'est beaucoup plus progressif en général. Donc, une telle transition demande aux éleveurs de changer leurs repères, leurs normes professionnelles, leur façon d'appréhender leur ferme, d'appréhender leur métier. Donc, ça ne peut être que progressif. Et c'est une transition qui nécessite aussi de nombreux apprentissages, donc dans la conduite de l'élevage, la conduite du pâturage, par exemple, la conduite des cultures aussi. Mais donc, ça nécessite de nombreux apprentissages, et y compris parfois en termes de s'approprier plus les chiffres, la comptabilité. Voilà, donc c'est dans différents domaines. Et ça nécessite en général d'être accompagné, en tout cas, c'est préférable puisque ça permet de sécuriser beaucoup ce type de transition.
Donc, je l'ai déjà un peu dit, mais le choix de changer de système peut en fait lui-même se construire progressivement. Et c'est vrai que ça ne se résume pas à cocher la case MAE, SPE, par exemple, lors de la déclaration PAC. Et c'est vrai qu'on a parfois un peu la difficulté aussi avec certains financeurs de faire comprendre que tel éleveur n'est pas forcément dans telle case tout de suite, qu'on ne sait pas encore exactement, qu'on peut l'accompagner, mais que voilà, la route n'est pas pour autant toute tracée vers un système herbagé. Donc, ce que j'avais retenu aussi vraiment de ce projet-là, c'était l'importance de la posture dans l'accompagnement. Donc, l'idée, c'est d'être vraiment à l'écoute de l'éleveur, de se mettre dans sa logique à lui, de bien comprendre ses objectifs, ce qui est le plus important pour lui. Et en fait, même si nous, notre façon de penser à la base n'est pas celle-là, il faut absolument se mettre dans la logique de l'éleveur qu'on a en face de soi. Et comme le disait Romain tout à l'heure, en fait, partir aussi un peu de la problématique qu'il a sur la ferme actuellement, puisque le changement, effectivement, c'est souvent ça se fait dans une dynamique de résolution d'un problème ou de plusieurs problèmes. Donc après, évidemment, sortir de la conviction et ne pas chercher à convaincre que ce qu'on propose est forcément la meilleure solution, même si parfois on peut le penser. Enfin, on peut se dire sur telle ferme, tel système serait très bien adapté, etc. Il n'empêche que c'est l'éleveur qui va lui-même faire ses choix et lui-même construire son système futur. Aussi, une chose importante, ne pas nier les difficultés qu'on peut avoir dans la transition ou en système herbagé, les points de vigilance. Ça rejoint ce que j'ai écrit après, c'est-à-dire que les éleveurs expriment souvent des freins ou des craintes. On avait retrouvé ça dans les enquêtes. Donc, des craintes par rapport au système herbagé, par exemple des craintes sur la sécurité fourragère. Une des craintes est de se dire est-ce que je vais avoir assez de fourrage pour nourrir mon troupeau si je diminue beaucoup le maïs? Est-ce que je vais produire assez de lait? Est-ce que je vais faire assez de chiffre d'affaires? Et en fait, il faut là aussi passer du général au particulier. Et en fait, pour moi, le fait de répondre en fait globalement, les systèmes herbagés n'ont pas de soucis de sécurité fourragère. En fait, je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut se poser la question et étudier avec l'éleveur quel serait le meilleur équilibre entre herbe et maïs sur sa ferme. C'est-à-dire, voilà, c'est comme l'expliquait Romain tout à l'heure, on va passer du général au particulier et à l'étude d'une situation en particulier. Et donc aussi l'importance de prendre en compte tous les freins exprimés par l'éleveur, même si certains nous paraissent en fait résolus d'avance. Ce n'est pas parce qu'ils sont résolus pour nous, animateurs, qu'il n'en reste pas une vraie question pour l'éleveur. Donc, il faut aborder progressivement tous les freins ou toutes les craintes ou toutes les questions exprimées par l'éleveur. Une autre chose que j'avais intégrée à ce moment-là de ce projet, c'était que changer de système, ce n'était pas tout changer en fait. C'est-à-dire que on ne part pas d'un système conventionnel où tout est conventionnel et on ne va pas vers un système herbagé qui est totalement différent du système initial. Et que en fait, dans le changement, on va s'appuyer sur ce qui est déjà des pratiques cohérentes avec le système herbagé. Par exemple, il y a des gens en système conventionnel qui vont avoir des pratiques intéressantes en termes de pâturage, qui vont avoir des pratiques économes, par exemple, sur la fertilisation. Je pense à un éleveur là récemment qui a déjà mis en place l'élevage des génisses par des vaches nourrices. Enfin, voilà, on va s'appuyer sur ce qui est déjà cohérent dans le système par rapport à un système herbagé. On va s'appuyer, c'est surtout l'éleveur qui va pouvoir s'appuyer là-dessus. Nous, on va lui montrer ce qui est, j'allais dire, positif
enfin, ce n'est pas une question de positif ou négatif, mais ce qui entre déjà bien dans la dynamique, ça va être des points d'appui en fait pour tester d'autres choses. Et l'idée, c'est vraiment que on pourra commencer l'accompagnement. Enfin, les premières étapes, c'est l'éleveur qui va les choisir et il va forcément commencer par ce qu'il est prêt à changer ou à tester tout de suite, même si nous, on verrait d'autres priorités. En fait, c'est quand même dans le changement, c'est l'éleveur qui va un peu choisir, enfin, il va faire ce qu'il sent possible tout de suite comme évolution et puis ça va se construire petit à petit avec différentes étapes. Et j'illustrais ça par l'idée de mettre en place les pièces d'un puzzle. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas un ordre toujours prédéfini, même si dans l'idéal, il y aurait une transition un peu idéale. Mais voilà, c'est un peu chaque éleveur qui va construire progressivement sa transition. Ensuite, on avait un paradoxe à surmonter, c'est-à-dire que le manque de formation sur l'herbe, le manque de connaissances sur la gestion de l'herbe est assez peu cité par les éleveurs comme des freins au changement. Et alors qu'on pense, et même on a expérimenté que tout ce qui était accompagnement sur la gestion de l'herbe, formation sur la gestion de l'herbe était un des principaux leviers du changement parce que en fait, quand les éleveurs commencent à améliorer leurs pratiques de pâturage, finalement, ils prennent très vite confiance dans le système de pâturage et dans la capacité de l'herbe à produire du lait et à faire des économies. Et donc, voilà, c'est un des principaux leviers, enfin, c'est un levier important, mais qui n'est pas forcément exprimé ou vu par les éleveurs au départ. Et donc, de là est arrivée l'idée des chemins de traverse, comme Romain l'a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire de, entre guillemets, essayer de rentrer en contact avec des éleveurs par d'autres thématiques, comme la réduction du coût alimentaire, par exemple, la question de réussir ses récoltes d'herbes, la question de la santé animale ou encore la question du travail. L'idée, c'est d'entrer en contact et de commencer un accompagnement individuel ou collectif avec des éleveurs pour arriver ensuite sur des notions plus de système herbager ou des notions de conduite du pâturage. Et puis, on avait noté que quand on organisait des portes ouvertes sur des fermes, il pouvait être vraiment intéressant de montrer des systèmes assez proches de systèmes conventionnels, un peu en début d'évolution ou en cours d'évolution, pour que en fait, la plupart des éleveurs puissent un peu s'identifier, enfin, se sentir concernés par le système qui était présenté. Alors que quand on présente un système, par exemple, toute herbe en bio, en monotraite, certains ne se sentent pas concernés par ce type de système qui sont trop éloignés de leurs préoccupations à eux. Voilà l'essentiel en quelques minutes. Merci. Merci François. Je propose d'enchaîner avec Clémence pour avoir un autre regard. Voilà, Clémence, tu as participé à une formation justement issue de ce projet-là et de nous dire pareil en quelques mots comment cette formation-là t'a permis ou t'a fait évoluer dans tes pratiques d'animatrice. Du coup, alors déjà, je vais remettre un peu dans le contexte. Je travaille pour une grosse structure qui est Lorient Agglomération. Donc, du coup, c'est dans le cadre de la Comcom. Je ne suis pas dans un syndicat. Donc, déjà, je suis sur une création de poste. Donc, il n'y avait rien avant moi. Enfin, c'était les syndicats qui faisaient. Et du coup, ça a été repris par Lorient Agglo. Donc, du coup, je travaille à l'échelle de 38 communes, sur 2 bassins versants. Dont certains, au niveau des enjeux, où c'est assez compliqué. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des bébés sans bras, du coup, qui est sur mon territoire. Donc là, on a énormément de défiance. Et au début, je faisais très, très peu de terrain. J'avais très peu de contact avec les agriculteurs. Et quand j'ai fait la formation, du coup, je venais d'arriver à l'Agglo. Donc là, maintenant, ça fait 2 ans et demi. Donc j'ai un peu plus de recul déjà sur mon poste. Et sur aussi, du coup, les contextes et les enjeux des territoires. Donc, cette formation, elle me sert dans le sens où moi, je n'ai pas une posture de conseil
comme peuvent l'avoir les animateurs du CIVAM, puisque moi, du coup, on travaille dans le cadre plutôt de marché, avec du coup des animateurs comme les animateurs du CIVAM, de la Chambre, du GAB, du contrôle laitier. Enfin, vraiment, on essaie de travailler avec plein de structures différentes pour amener un maximum d'agriculteurs vers des démarches de changement de pratique ou de système. Par contre, là, du coup, je suis de plus en plus en contact direct sur le terrain. Et ce qui, du coup, la formation m'a permis surtout, c'est dans le questionnement. Du coup, souvent, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas aller dans les accompagnements, pourquoi c'est vraiment tout le temps un peu pourquoi, qu'est-ce qui les freine, quels seraient leurs besoins par rapport à ce qu'on propose, en fait, pour aussi, dans le cadre de nos prestations, demander à nos prestataires de travailler plus sur tel ou tel besoin qu'ont exprimé les agriculteurs en lien avec les enjeux environnementaux, bien sûr, des territoires sur lesquels on travaille, parce qu'en plus, vu qu'on travaille sur des gros territoires, les enjeux sont très changeants en fonction des agriculteurs. Et aussi, c'était très compliqué au début, et ça l'est toujours un peu, mais c'est mieux, parce qu'il y a une grosse défiance du monde agricole par rapport à la structure dans laquelle je travaille. Parce qu'il y a aussi des politiques, vu que c'est une très grosse structure, il y a aussi des politiques qui sont complètement en incohérence les unes avec les autres. Donc, par exemple, la politique foncière, la politique de développement urbain, qui, quand nous, on va dans les fermes pour discuter avec les agriculteurs sur les changements par rapport à la qualité de l'eau, en fait, on se prend dans les dents ces incohérences-là. Donc, ce qui rajoute des difficultés. Donc, la formation me permet d'aller plutôt sur les questionnements et de les faire causer. Et le tu, comme disait tout à l'heure Romain, les recentrer par rapport à eux, leur positionnement personnel, et les recentrer par rapport à tout ça, parce que souvent, vu que du coup on est une structure territoriale, ils ont tendance à nous mettre un peu tout mélangé, et des fois on se prend un peu tous les incohérences et tout ce qui se fait au niveau politique un peu dans la tronche. Donc du coup voilà, c'est ça aussi. Donc je sais pas si je suis très claire. Donc voilà, après j'ai encore besoin de retravailler un peu les cheminements, parce que des fois on a tendance à un peu les oublier et rester axé que sur certains. Mais par contre ça m'aide pas mal tous les jours, quoi. Et je pense que c'est pas mal de le faire dans le cadre de justement de ces postes-là qui sont un peu, où on est un petit peu tiraillé de tous les côtés. Ça permet de recentrer un peu, que ce soit pour nous et aussi sur nos questionnements par rapport aux agriculteurs, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Clémence. J'imagine que tu as plein de collègues qui se reconnaissent dans les situations que tu décris. Des fois, on n'est pas à l'aise entre notre posture Clémence, et notre structure. Seule, Clémence. Voilà, peut-être quand même quelques réactions, interrogations là, entre le témoignage de Clémence et puis celui de François. Ouais, peut-être que... Moi, j'avais une petite remarque ou réaction par rapport à ce que j'entends. Finalement, on pressent quand même qu'il faut quand même du temps et de la maturité dans la connaissance de son territoire pour pouvoir être à l'aise aussi dans le rapport humain, parce que c'est beaucoup de l'humain, en fait. C'est cerner quel va être l'environnement de cet agriculteur-là, dans quel réseau il est plutôt en train de circuler et pourquoi il n'arrive pas à intégrer d'autres réseaux, parce que c'est assez clivé en fait sur le terrain aussi, les structures, les groupes qui ne se mélangent pas forcément, l'appartenance sociale à tel et tel type de groupe. Alors nous, c'est peut-être plus franc dans le Finistère parce qu'on a moins de
on a une organisation un peu moindre sur la partie herbe, sur le CIVAM 29 est moins présent sur cette partie technique. Mais voilà, c'est un peu la réaction que j'ai. Effectivement, je pense qu'il y a un besoin d'être là sur du long terme. En fait, c'est un point que j'ai oublié aussi de dire tout à l'heure. Là, maintenant que j'ai plus de recul, là, ça va faire 2 ans et demi que je suis sur mon poste. On m'avait dit que ça allait être très long. Et en fait, là, je suis en train de me rendre compte que j'ai de plus en plus de confiance avec les agriculteurs aussi. Parce que ça y est, ils me connaissent. Ils savent qui je suis. Ils savent que moi, comme je leur dis, je ne suis pas là pour les obliger à changer quoi que ce soit. Comme disaient Romain et François, l'écoute, en fait. Et l'écoute, ça fait énormément de choses. On voit là maintenant qu'il y a des agriculteurs qui n'étaient vraiment pas du tout prêts à discuter. Et à force de les voir dans des groupes, de les voir dans des journées, que ce soit avec un prestataire ou les autres, ça permet d'être un peu mieux identifié déjà et de pas être trop, je vais peut-être être un peu familière, mais la casse-couille de service, la casse écolo, quoi, qui vient les emmerder sur leur changement de système, et plus du coup axé sur vraiment la confiance et le fait que chacun a son rythme aussi, quoi. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Claire, il y a ce qu'on disait quand on parlait de changement de monde professionnel, c'est aussi un peu ça, les changements de réseau d'appartenance, etc. Et ça c'est aussi un frein parce que c'est dur et ça fait peur, parce que ça peut entraîner, ou on peut avoir peur que ça entraîne une rupture par rapport aux gens avec qui on travaillait, une rupture même où on peut se positionner en rupture par rapport à un héritage familial, etc. Donc ça, c'est des gros freins aussi au changement. On ne parle plus forcément de la même chose. On fait peut-être moins de chantiers d'ensilage. C'est plus le même objet technique qu'on a partagé avec les collègues. Et du coup, changer, ça fait peur. Il y a un éleveur qui disait dans le projet préface, la transition, c'est la gestion du trouillomètre. Et pour ça, le groupe a une vraie fonction de réassurance, pour le coup, et de recréer de la confiance en se disant, bon, je ne suis pas le seul à évoluer dans ce type de système. Je vois qu'il y en a d'autres qui le font, que ça marche. Et une autre chose qui rassure et qui est vraiment importante, mais c'est ce qu'a dit François, c'est qu'il ne faut pas faire que des photos avant-après. Ce qui est important, c'est de voir comment, c'est le processus, c'est le parcours des gens qui ont changé et ne pas nier que dans le changement, ils ont pu rencontrer des difficultés, comment ils les ont surmontées, quelles ressources ils ont mobilisées, etc. Et c'est ça qui est important. Et quand on parle de référence, ce n'est pas que en statique, c'est témoigner des parcours de changement. C'est peut-être beaucoup plus sécurisant pour des gens qui veulent y aller que juste la photo du système idéal que des gens ont mis en place, mais après 20 ans. Quoi. Moi, je suis curieux d'entendre aussi des gens là qui ne se sont pas encore exprimés. Comment vous entendez les témoignages qui sont livrés? Comment ça fait écho à vos situations? Je tends une perche. Moi, je veux bien rebondir en attendant, juste sur la notion de groupe et de réseau. En fait, on observe au CEDAPA qu'on travaille avec beaucoup d'éleveurs qui participent à d'autres groupes, type contrôle laitier ou éco-phyto avec la chambre, et que finalement, en général, ils continuent, ces éleveurs-là continuent à aller dans leur groupe, dans ces groupes-là, et que finalement, ça devient un facilitateur pour rencontrer d'autres éleveurs ou conforter certains, quoi, puisque ça fonctionne un peu par réseau, effectivement, et que du coup, si un tel il va au CEDAPA, moi, je peux y aller aussi, et tout ça, quoi. C'est un peu dans les... Je voulais dire, ça peut aussi être un facilitateur, le fait d'appartenir à différents réseaux, que les éleveurs avec qui on travaille participent à différents réseaux.
S'il n'y a pas de nouvelles expressions, on va laisser la place pour le dernier témoignage à Amael sur une illustration des ressources du projet Transae, donc là, plus en lien avec le travail. Vas-y, Amael. Bonjour à tous, donc Amael Sanson, je suis animateur à l'Adage en Ille-et-Vilaine. Mais donc je vais vous parler du projet Transae, mais surtout du travail. Donc Romain a présenté un peu le projet Transae, comment il s'est construit, qu'est-ce qui s'est passé dedans. Et moi je vais vous parler un peu de comment j'utilise ces enseignements et tous les apprentissages qu'il y a pu y avoir pendant ce projet et depuis, parce que ça continue en fait. Et donc, comme disait Romain tout à l'heure, le travail est partout. Et c'est un peu le point de départ du projet, mais c'est aussi un peu le point de départ de la suite de nous, notre travail enfin, moi en tout cas mon travail d'animateur, c'est qu'une fois qu'on a on s'est questionné sur la place du travail dans les fermes, ben, on se rend compte que tout ce qu'on fait nous dans notre métier d'animation, il y a une part de questionnement sur le travail dès qu'on fait de l'accompagnement avec des agriculteurs et des agricultrices. Et en fait, c'est un constat que je fais, c'est que le travail, alors on y met plein de choses derrière, mais c'est la base du métier pour tous les agriculteurs. Et c'est au cœur des fermes et c'est au cœur aussi de leur vie de tous les jours. Donc en fait, c'est aussi pour ça que que le travail est partout, parce que c'est vraiment leur quotidien, le travail. Et donc, moi j'ai remarqué que c'était une porte d'entrée aussi assez facile ou assez efficace quand on rencontre des fermes, d'aller discuter sur le travail, parce que toutes ces notions de système, de référence technique, de référence économique, toutes ces choses-là qui sont très intéressantes. Et moi, le premier, hein, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles je suis animateur dans les CIVAM. Je me rends compte que toutes ces choses-là, ce n'est pas le quotidien des agriculteurs, et que d'aller échanger avec eux sur le travail, ça permet d'échanger plus facilement sans les a priori qu'il peut y avoir, nous, derrière notre étiquette CIVAM, mais j'ai entendu aussi qu'il y avait la même chose pour vous dans les bassins versants. Donc, ça permet de dépasser ça, je trouve. Et surtout, en fait, personne ne parle de travail avec les agriculteurs. Ils en parlent entre eux, mais dans le monde extérieur, en fait, je trouve qu'on parle souvent de référence de travail, de dire telle action ou tel type de ferme, c'est tant de travail, mais dans la partie qualitative du travail, quel effet ça fait sur eux, qu'est-ce qui leur plaît dans le travail, qu'est-ce qui ne leur plaît pas dans ce qu'ils font, c'est assez peu évoqué, alors que le quantitatif, lui, est assez bien documenté et assez bien travaillé. Donc, c'était le premier point que je voulais partager, c'est que le travail, c'est une porte d'entrée supplémentaire pour échanger avec les gens et pouvoir aller les questionner aussi, ou faire qu'ils se questionnent sur des choses qu'ils font ou qu'ils ne font pas. Donc, voilà là-dessus. Et après, en termes d'outils ou de méthodes, le projet Transae a permis de créer des choses pour faciliter les échanges ou les questionnements quand on est dans de l'échange en direct, c'est-à-dire en individuel avec des agriculteurs, mais aussi en collectif. Et donc ça, tout est accessible sur le site du réseau CIVAM, mais alors moi j'utilise souvent
des choses qui sont issues de l'outil qui s'appelle des questions fertiles, où en fait c'est tout un tas de questions assez ouvertes qui sont classées selon le thème que l'on a envie d'aborder ou selon l'objectif de la discussion. Et ces questions ouvertes, elles permettent vraiment de lancer la discussion. Et après, en fait, ce que j'ai constaté, c'est que au départ, avant de questionner les gens sur le travail ou avant de se dire on peut le faire, on se met plein de freins aussi, nous, en tant qu'animateurs, à se dire est-ce qu'il va vraiment répondre, qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce que je vais en faire de ce qu'il me dit, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Et en fait, une fois qu'on a conscience qu'il y a plein de mots qui sont dits dans des rencontres par les agriculteurs qui font référence à des thèmes, des situations de travail qui peuvent être positives ou qui peuvent être négatives, on se rend compte qu'il y a que les agriculteurs, en fait, ils se livrent très facilement, même beaucoup plus facilement que ce qu'on croit sur leur travail, leur relation qu'ils ont et comment ils vivent leur travail au quotidien, parce que c'est leur quotidien, quoi. Et du coup, en fait, on se retrouve avec des gens qu'on connaît à peine ou assez peu, qui vont être capables de se livrer sur des choses de leur quotidien, dans leur façon de travailler, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et puis des choses plus personnelles, et où là, on peut aussi mettre des limites lors de l'échange en disant que on arrive peut-être dans une zone d'inconfort pour nous en tant qu'animateur et qu'on n'est peut-être pas forcément armé ou qu'on n'a pas forcément envie d'échanger sur ce thème beaucoup plus privé. Mais sur le professionnel, en fait, on se rend compte on parlait des moteurs du changement tout à l'heure, que le travail, en fait, c'est un super outil ou un super moteur pour faire évoluer les gens dans leur pratique au quotidien, parce qu'il y a quand même des choses qui les pèsent ou qui ne leur plaisent pas dans ce qu'ils font au quotidien. Même si, quand on va les questionner sur leur système, ils vont nous dire que tout va bien, qu'ils sont à l'aise dans leur système parce que c'est quelque chose qu'ils maîtrisent. Quand on va les questionner sur le travail, il y a forcément des moments dans la journée ou dans l'année, des choses qui leur pèsent ou des choses qui ne leur plaisent pas. Et je trouve que c'est vraiment une porte d'entrée supplémentaire pour engager la conversation et peut-être pouvoir démarrer des évolutions sur les pratiques ou carrément sur des changements de système, quoi. Donc voilà un peu ce qu'il peut être capable de faire en termes sur le travail. Et après, en fait, on se rend compte que c'est une multitude de choses qui sont possibles. Je vais prendre par exemple l'exemple d'hier. En fait, j'animais une journée de groupe, donc un groupe Adage qui se connaît très bien et qui se questionnait en fait sur l'impossibilité de se faire remplacer dans leur ferme. Donc, on est sur un problème quand on prépare cette réunion avec eux qui n'est pas de leur faute et qui est parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre disponible pour faire du remplacement. Et donc, pour cette journée, j'ai démarré simplement en fait, avec un tour d'humeur où je leur ai demandé dans quel état d'esprit ils venaient à cette journée sur le thème du remplacement et comment ça allait dans leur ferme. Et en fait, donc le tour est assez long parce qu'on se rend compte que les gens ont beaucoup de choses à dire. Et en fait, en 1 heure, on a brossé des thématiques de discussion et d'inconfort pour eux qui peuvent prendre 1 an de travail en groupe avec entre 5 et 10 thématiques possibles parce qu'il y a plein de choses qui les questionnent et qui sortent spontanément parce qu'on leur pose la question et que c'est assez rare les moments où ils peuvent s'exprimer sur
sur ce qui va et ce qui ne va pas aussi, quoi. Et donc après, on a travaillé sur le thème proprement dit du remplacement. Et je les avais questionnés à l'avance avec un questionnaire sur ce qui posait problème dans la ferme, ce qui allait, et puis les niveaux de difficulté qu'ils rencontraient sur tout un tas de sujets. Et effectivement, la capacité à se libérer le week-end ou pour des congés faisait partie des points les plus forts en termes d'inconfort pour eux. Donc effectivement, le besoin qu'ils exprimaient était réel du point de vue du groupe, et c'était assez général dans le groupe. Et en fait, à la fin de la journée, en ayant partagé plusieurs témoignages, plusieurs expériences que j'avais soit récupérées avant, soit par les participants, ben en fait, on se rendait compte qu'il n'y avait pas de problème de remplacement dans les fermes, dans leur dire, parce que ça leur était jamais arrivé de ne pas partir en week-end lorsque c'était prévu. Ils avaient toujours réussi à trouver quelqu'un, et que quand il y avait des départs en vacances, ils n'avaient jamais dû annuler leurs vacances à cause de manque de main-d'œuvre. Et donc là, on arrivait à une incohérence entre leur ressenti au préalable de la journée, où on voyait bien que les week-ends étaient un problème, de réussir à prendre des week-ends, et leurs échanges là où on voyait qu'il n'y avait pas de problème. Et en fait, en creusant là-dessus, en les questionnant sur cette incohérence, ben en fait, on a fait émerger un problème qui était moins évident et qui, du coup, pouvait permettre de, eux, les faire s'impliquer, c'est qu'ils avaient peur de ne pas pouvoir être remplacés s'ils en prenaient trop de week-ends. Et il y avait cette incertitude du dernier moment d'avoir une absence de la personne qui les remplace. Et donc, en fait, ils se freinaient eux-mêmes dans leurs envies de prendre des week-ends ou des congés, parce qu'ils avaient peur que la personne qui les remplace ne vienne pas, même si c'est quelque chose qui ne leur est jamais arrivé. Et donc, déjà, on avait, en fait, en questionnant tout ça, on se rend compte que le problème de départ qu'ils mettaient en avant, qui était le manque de main-d'œuvre pour le remplacement, bah, ce n'était pas exactement ça le problème, mais c'était vraiment une peur de laisser la ferme toute seule, en fait, au cas où que la personne ne vienne pas. Et en fait, ça les a vachement questionnés, en se disant, mais pourquoi est-ce qu'on a cette peur alors que ça ne nous est jamais arrivé, quoi. Et donc après, c'est arrivé en fin de journée, donc forcément, on arrivait à la fin de la journée, donc on n'a pas pu aller plus loin sur cette peur, mais on a fait... en fait, le problème au départ de la journée, le problème, ce n'était pas eux, c'était l'absence de main-d'œuvre. Et ils sont tous repartis en se disant, bon, il y a un problème qui est toujours là, même si on n'a pas vraiment de problème au quotidien pour partir, mais le problème, ce n'est pas les autres, c'est aussi nous, notre capacité à laisser la ferme et à aussi faire confiance aux autres, quoi. Et je trouve que ça illustre assez bien ce questionnement sur le travail, où en fait, il y avait tout un tas de choses qui sont derrière, qui sont la capacité à faire confiance pour laisser sa ferme entre les mains de personnes qu'on peut connaître ou assez peu connaître. Mais on a dépassé le simple problème de il n'y a pas de main-d'œuvre. Donc voilà, ça c'était un exemple très concret de ce qui peut être fait, mais des pistes d'échange sur le travail, il y en a des dizaines sur toutes les thématiques, parce que, comme disait Romain, le travail est partout, quoi. Donc voilà, moi, le bilan de cette approche sur le travail, c'est que c'est vraiment une porte d'entrée supplémentaire pour aller questionner les agriculteurs, et que c'est aussi un moteur d'évolution pour les fermes, parce que ça a aussi été dit tout à l'heure, c'est qu'on évolue, on change quand il y a un problème qui nous gêne, qui nous empêche de faire ce qu'on veut, et que le travail, c'est souvent
quand on en entend parler, c'est souvent plutôt une source d'inconfort et de problèmes qu'une source de plaisir. Alors qu'il y a plein de moments dans la journée où les agriculteurs se font plaisir à travailler, mais c'est assez peu partagé. Et je pense que c'est un point à ne pas négliger pour réussir à faire évoluer les gens ou à ce qu'ils aient envie d'évoluer en tout cas. Je vais t'arrêter, Amael. Ouais. Est-ce qu'il y a quelques réactions? Il y en avait dans le fil de discussion. Peut-être, Yo, peut-être que tu veux juste oui. Non, redire. Le sentiment que j'avais, pareil, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est vrai de ce qu'on peut entendre par les exploitants. C'est qu'il y en a aussi, ça peut jouer un peu dans les deux sens pour moi, la thématique du travail. Parce que tu as aussi des témoignages d'agriculteurs dans des GAEC où ils sont à plusieurs, qui vont te dire, voilà, moi je peux partir parce que mon frère à côté, il prend la relève pendant ces 2 semaines-là. C'est dans des exploitations spécialisées. On entend aussi ça. Et voilà, pour moi, ça peut jouer un peu dans les deux sens, aussi sur des systèmes moins durables. Ouais, en fait, là, moi, j'ai pris cet exemple de se faire remplacer le week-end parce que c'est quelque chose de très concret que j'ai fait là très récemment. Mais effectivement, ce que je disais, c'est que c'était une porte d'entrée pour aller questionner le fonctionnement des fermes et la façon dont les gens vivent leur travail, peu importe le système, en fait, que les gens soient en système herbagé, en bio, en conventionnel, dans des systèmes avec plus de maïs, des systèmes spécialisés élevage ou non. Le travail, en fait, c'est vraiment leur quotidien et il y a forcément des choses à questionner et à échanger avec eux sur cette thématique. Et donc, c'est vraiment une porte d'entrée parce que ça ne va pas venir cristalliser des choses sur les idées reçues ou le bagage qu'on peut traîner derrière nous en étant un CIVAM, en étant des animateurs ou des animatrices de bassin versant. C'est vraiment une porte d'entrée différente. J'avais une question du coup, Amel, sur le fait que tu disais que sur ce sujet travail, ils ont tendance plus facilement à se livrer. Alors, est-ce que c'est parce que c'est dans le cadre, toi, de ton groupe où ils se connaissent bien? Ou globalement, ils ont quand même une tendance, comme on parle travail, forcément on rentre dans l'intime parce que leur travail est forcément lié à leur intimité au niveau de l'agricole. C'est assez difficile de dissocier l'un de l'autre, enfin, ça dépend sur quel sujet, mais donc, voilà, c'était un peu la question. Alors effectivement, dans les groupes, ils se livrent facilement parce qu'ils se connaissent bien et puis qu'ils nous connaissent nous. Mais moi, ça m'est déjà arrivé dans des rencontres en individuel de personnes que je ne connaissais pas avant le début de la rencontre, qui se livrent facilement sur leur travail parce que, en fait, il y a plein de choses qu'ils peuvent nous dire et sur lesquelles, en fait, on rebondit parce que ça nous questionne. Et puis, de fil en aiguille, on se retrouve à parler plutôt du travail de la personne et de comment elle le ressent, plutôt que le point de départ qui était un questionnement technique ou économique. Et on va aller beaucoup plus loin grâce à ça, parce que il y a des choses qui vont être dites et qui vont pouvoir expliquer des façons de faire ou des façons de ne pas faire. Donc je pense que en fait, il faut, j'ai envie de dire, saisir les opportunités quand les gens nous parlent de choses sur le travail.
Et puis, s'ils ne nous en parlent pas, eh ben, on n'en parle pas avec eux. Mais moi, je suis assez déconcerté de la facilité avec laquelle même des gens qu'on ne connaît pas sont capables de nous partager des choses assez fortes sur leur relation au travail ou la façon dont ils le vivent. Je vous brusque un petit peu, mais pour poursuivre, pour laisser quand même 5 minutes à Romain, je pense que l'objectif, c'était aussi de prendre connaissance un peu des offres, des ressources disponibles. Et là, je laisse Romain partager son écran. Voilà pour 5 minutes, si vous en êtes d'accord. Du coup, voilà, comme on a dit, on a présenté un peu toute cette démarche-là, tout ce qu'on a mis en place, les questions qu'on s'est posées pour améliorer en fait notre accompagnement des personnes dans leur transition vers des systèmes plus économes et autonomes. Et toutes ces démarches-là, elles se complètent, elles s'enrichissent et elles continuent. C'est-à-dire, on continue de bosser sur le technico-économique, sur le changement, sur le travail, etc. Et donc, il y a plein de ressources diverses qui ont à chaque fois été produites. Je ne vais pas faire le tour là, mais je vous invite à vous balader sur le site civam.org. Vous pourrez retrouver chaque projet qui ont été évoqués. Et puis, je vous donnerai aussi, là, vous aurez le diaporama où vous pourrez cliquer là, sur des liens qui vous renverra directement vers la page qui nous intéresse. Mais la question de s'approprier un petit peu ça pour voir ce que vous pouvez piocher là-dedans pour votre métier qui n'est pas le même que le nôtre. Et puis, je disais, même vous avez des métiers différents en fonction des territoires et d'être plus ou moins en contact direct avec les agriculteurs ou avec d'autres relais. Mais néanmoins, il y a toujours à apprendre à piocher pour son boulot de toutes ces approches-là. Et une chose que l'on sait, c'est qu'on retient, alors les pourcentages, je ne sais plus exactement, mais en gros, on retient 10% de ce qu'on lit, 10% de ce qu'on entend, 30% de ce qu'on lit et 80% de ce qu'on fait. Donc, la meilleure des ressources, et c'est pour ça que là, on voulait insister là-dessus, c'est la formation, parce qu'elle propose quand même une mise en pratique et une expérimentation, au-delà de juste lire des référentiels ou lire des ressources. Et pour nous, la formation, elle est au cœur de la professionnalisation, en tout cas des accompagnants et des accompagnantes, mais aussi d'autres agents de terrain du développement agricole. Donc, deux façons d'avoir accès à ce catalogue de formation, enfin à cette offre de formation qui peut vous apporter des billes sur tout ce qu'on vous a présenté. Il y a le catalogue de formation. Alors là, ça va être pareil, il va falloir que je bascule, je pense, mon écran. Hop, le catalogue de formation que vous pouvez retrouver sur le site internet. Hop. Voilà, donc sur le site internet, si vous allez dans formation, l'onglet formation, vous pouvez retrouver le catalogue des formations et puis le télécharger. Je ne sais pas si vous voyez là mon écran avec le catalogue des formations. Et donc, vous avez… Ça marche. Donc, il y a toute une offre de formation qui peut être à la fois sur vraiment l'animation. Et là, nous, on vous a plus évoqué des projets qui vont se retrouver dans le bloc accompagner les agriculteurs, que ce soit sur une entrée de références techniques, de mise en place technique des systèmes herbagers. Donc, par exemple, construire et conduire un système herbager économe qui a lieu chaque année avec un super intervenant qui est parmi nous, François Leray du CEDAPA. On essaie aussi de se former entre pairs. Accompagner et faciliter le changement, c'est la formation qu'évoquait Clémence tout à l'heure. Et puis, le travail qu'évoquait Maud sur l'approche de l'évaluation des performances économiques des systèmes, ça va être dans la formation évaluer la performance socio-économique des systèmes de production. Et puis, tout le travail qu'évoquait Amael, ça va être dans la formation travail et transition, accompagner les transformations du travail des agriculteurs. Donc, chaque année, il y a ce catalogue de formation qu'on vous invite à télécharger et à diffuser largement. Donc, ça, c'est une façon
c'est une façon de faire et une façon d'accéder à tous ces outils et toutes ces méthodes. Et puis, il y a une autre façon aussi qui est de demander directement en tant qu'équipe une formation. C'est-à-dire les catalogues aux formations, on s'inscrit. Et puis, du coup, il y a un groupe qui peut être mixte d'animateurs CIVAM, gamme, bassin versant, etc. Mais ça nous arrive de plus en plus à ce que des structures et des équipes nous demandent de leur faire une formation sur un sujet qu'il y a dans le catalogue de formation. Et donc, par exemple, on va intervenir pour des animateurs bassin versant au mois de septembre sur former toute l'équipe, sur accompagner et faciliter le changement. Donc ça, c'est une autre manière d'avoir accès concrètement à cette offre de formation, en plus de toutes les ressources de fiches mémo, de cahiers techniques ou de référentiels qui sont sur le site. Merci Romain d'avoir fait court. On est un peu au bout là de notre temps, mais est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir ou faire un bilan comme ça un peu à chaud de ce qu'ils ont entendu, de ce qui leur a fait écho, de ce qu'ils retiennent? C'est important pour nous aussi de savoir qu'est-ce qui vous intéresse donc, parmi tout ce qui est présenté. Hein. J'imagine que tout n'intéresse pas tout le monde. Du coup, je vais reprendre la parole. Hein. Désolée, je parle un peu beaucoup. Du coup, je voulais juste, déjà, merci pour ce point. Et en fait, c'est moi, à titre personnel, ce qui m'intéresse, c'est du coup le panel d'outils qui est proposé par le réseau, parce que du coup, ça nous permet, comme disait Romain, de piocher un peu à droite, à gauche en fonction des besoins. Parce que comme vous l'avez dit, un peu tout le monde, on n'a pas les mêmes besoins en fonction des territoires, on n'a pas forcément même les mêmes profils d'agriculteurs au sein même du territoire. Enfin, moi, ce que j'expliquais tout à l'heure, où j'ai un grand territoire avec des profils complètement différents, que ce soit sur le nord, le sud, les besoins ne sont pas du tout les mêmes. Et du coup, ça nous permet de piocher. Et aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est ça nous recentre un peu aussi par rapport à notre positionnement personnel d'animateur. Parce que du coup, comme disait tout à l'heure François, entre nos convictions personnelles et là, du coup, on est vraiment axé sur les besoins de l'agriculteur et sur du coup comment les accompagner au mieux vers eux, souvent des solutions qu'ils peuvent avoir en tête en plus. Donc du coup, voilà, c'est surtout ce panel de possibilités qui nous permet d'aller grappiller à droite à gauche qui est intéressante. Merci à vous. Merci. Il y a d'autres expressions? Moi, sinon, sur l'intérêt de tous ces outils, je trouvais ça très intéressant aussi. Après, sur la façon d'attirer ou d'accrocher des nouvelles personnes quand on fait des portes ouvertes ou quand on essaye de travailler sur ces thématiques-là, ce que nous on constate effectivement aussi, c'est que les chemins, ce que vous disiez, les chemins de traverse, c'est des choses aussi qu'on essaye de mobiliser. Et après, je pense aussi par rapport à ce que disait Clémence tout à l'heure sur le fait qu'on est quand même assez étiqueté au niveau des bassins versants. C'est pas nécessairement pas via nous qu'on arrive à attirer ces nouvelles personnes. Je pense que peut-être ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est arriver à motiver parce que nous on travaille avec pas mal de partenaires, à motiver nos partenaires pour qu'ils parlent d'une même voix et qu'ils communiquent un même message dans tout leur réseau, pour essayer de faire venir des gens de différents réseaux qui sinon, quand ils vont voir l'étiquette CIVAM ou l'étiquette BV, ce sera déjà un repoussoir pour eux. Voilà, ça m'inspire ça aussi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres
d'autres bilans à partager? Et ben, sinon, on va remercier tout le monde, voilà, de participation, des gens qui nous ont livré leurs témoignages. Et puis, voilà, dire que du coup, on va renvoyer les documents là, par mail, comme ça vous aurez une trace écrite, vous aurez des coordonnées aussi si vous avez besoin de revenir vers nous, de solliciter les uns ou les autres. En vous souhaitant une bonne journée à tous et à très bientôt. Merci, à bientôt tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt.